Les Franklin Yamsi, Kémy Seba et Nathalie Yom, qu'on les aime ou pas, dénoncent tout ça. C'est pour ça qu'ils sont muselés. C'est honorant pour la France. C'est ce qu'il sied dans pareilles circonstances. Pam Ndiaye, avant d'être ministre, était lui-même professeur. Et donc un de ses collègues est empêché de pouvoir faire son travail parce qu'il pourfend le régime sur les réseaux sociaux. Et c'est la France qui se comporte ainsi. Comment voulez-vous que des pays qui soient un peu plus en retard niveau démocratie trouvent le bon exemple? Et ça leur donne en plus l'argument, la légitimité de dire si en France on émascule des gens, on s'assoit sur les libertés d'expression et d'opinion, mais moi je peux faire ce que je veux et tu n'as absolument aucune leçon de morale à me donner. C'est ça les conséquences de ce nivellement vers le bas ou de cette absence de valeur. Voilà où ça mène. Et donc, Pam Ndiaye le suspend provisoirement de ses fonctions au motif qu'il n'a pas respecté son droit de réserve. Et Pam Ndiaye justifie cela dans la presse en qualifiant que les propos que Franklin Nyamsi tient sont d'une grande violence et d'une gravité incroyable. Sérieusement, pour de vrai. Je vous invite à aller regarder ces vidéos. Je vous mettrai en description leurs différentes chaînes. On peut leur reprocher énormément de choses. C'est pas des terroristes. Ils ne méritent pas d'être interdits de territoire, privés d'emploi, censurés, boycottés. La France est quand même un grand pays, les gars, je le répète. Sérieusement. Aïe, c'est votre GSW. On va parler aujourd'hui de politique française, très liée avec le continent africain. Il y a une actualité qui m'a surpris et qui m'a poussé à faire cette vidéo. La France semble avoir du mal à affronter son passé colonial en face. Des activistes qui pourfendent le système français, qui parlent du colonialisme, du néocolonialisme, voire même de la France-Afrique, sont pourchassés par la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme par excellence. J'ai trouvé intéressant de traiter ce sujet, de vous dire un peu ce que j'en pense. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos avis, parce qu'il faut que ce soit le plus interactif possible. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je poste pas mal de contenu tout au long de la semaine, des contenus de décryptage de l'actualité. Il se passe énormément de choses en ce moment, et donc avoir des clés de compréhension, c'est indispensable. Donc vous êtes bien évidemment les bienvenus, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook, c'est SW Décrypte. Je vous y attends et je vous accueillerai avec grand plaisir. Je vais arrêter de faire ma pub et de blablater. On est parti dès à présent. La France a une perte d'influence sur le continent africain, c'est indéniable. Et donc pour y remédier, Paris a choisi d'employer la manière forte, limite comme un bourrin. Elle ne veut céder aucune once de terrain à ses adversaires. Ainsi, elle n'hésite pas à ferrailler contre les personnalités panafricaines qui la pourfendent. Ce pays, qui est pourtant le pays des droits de l'homme, censé être le phare dans la nuit, paradis des libertés d'opinion et d'expression, s'illustre de manière plus que déshonorante. À savoir que la France a été chassée comme une malpropre du Mali et du Burkina Faso par des soldats putschistes très nationalistes qui n'ont pas hésité à cracher leur vérité en plein visage. Paris, vexé, comme une adolescente pubère qui agit de manière excessive, a commencé à prendre des décisions qui n'ont ni queue ni tête. Et honnêtement, c'est limite même un peu ridicule. La première personne qui a dû donc subir les foudres de Paris a été Nathalie Yamb. Cette dame est une activiste suisseau-camerounaise. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Il lui est reproché d'encourager le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique. Elle semble être assez réceptive à l'influence russe. Et de nos jours, ça c'est une tare. Paris la considère comme un pion russe programmé pour nuire, chargé de faire une place confortable à la Russie en Afrique, et ce au détriment de la France. Cette dame a donc reçu une lettre recommandée à son domicile, lui notifiant que par arrêté ministériel, elle est dorénavant interdite du territoire français. Les autorités françaises ont fait savoir qu'ils voulaient s'assurer qu'elle ait bien eu l'information et qu'elle soit sous le coup de cette mesure pour incitation à la haine et à la violence.
Non seulement il se comporte de manière enfantine, mais en plus, il le revendique. C'est une dinguerie. Ce comportement, est-ce à la hauteur d'un pays comme la France? Est-ce que ce n'est pas déshonorant? Sincèrement. Tout ça parce que quelqu'un a usé de sa liberté d'opinion et d'expression. Elle n'a tué personne. Elle n'a offensé personne, à part peut-être les autorités françaises, mais normalement dans un pays où la liberté d'expression et d'opinion est un principe sacro-saint, normalement, il ne devrait pas y avoir de risque, il ne devrait pas y avoir de problème. Et à savoir que les valeurs de la France commencent par là. C'est limite son ADN. Ils ont fait une révolution pour mettre ce genre de principe au centre de leur philosophie de vie. Les souverains ont eu la tête coupée pour faire de ce pays une terre des libertés. Même si Nathalie Yamb est une de ses dénonciatrices les plus virulentes. Et en plus, elle est citoyenne européenne. Eux qui crient justement partout, urbi et orbi, qu'ils sont pro-européens, qu'ils ont ça chevillé au corps, ils sont vraiment en roue libre. Ah, c'est vraiment une dinguerie, je crois que ça va être le mot running gag qui reviendra dans cette vidéo encore et encore. Après Nathalie Yamb, la deuxième personne qui a été dans le viseur des autorités françaises a été Kémy Séba. Kémy Séba est un militant politique franco-béninois. Il est à la tête d'une ONG qui s'appelle Urgence panafricaniste. Elle est qualifiée par beaucoup comme une ONG suprémaciste. Elle fait dans l'outrance, la provocation. En tout cas, à mon sens, c'est un peu too much. En fait, c'est des Black Panthers, mais de Wish, quoi. Le monsieur est brillant, je ne valide pas, mais je sais reconnaître la qualité chez quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court vite. Et donc ce monsieur a été invité par la chaîne parlementaire, LCP, à une émission qui avait pour titre Souvenirs et Avenir d'Afrique. Et l'idée était de montrer la variété des opinions sur la place actuelle du continent. Et écouter le son de cloche de Kémy Séba, pour eux ça pouvait avoir du sens. L'enregistrement de cette émission a eu lieu, ça a été assez animé, assez mouvementé, mais l'échange a eu lieu sans problème. Et le jour de la diffusion, la chaîne se rétracte et décide de déprogrammer l'émission. Et lorsque vous offrez ce genre d'occasion au Kémy Séba ou au Nathalie Yamb, ils sautent dessus quasiment instantanément. Kémy Séba, ses relais, dont Nathalie Yamb, ont crié sur tous les toits à la censure, et d'ailleurs à raison. En fait, il semblerait que plusieurs personnalités, dont un député macroniste, Thomas Goussillou, si je prononce correctement son nom, ils se sont insurgés qu'une telle tribune soit donnée à cet activiste pourfendeur de la politique française sur le continent et soutien affiché de la Russie de Vladimir Poutine. D'ailleurs, en parlant des Russes, Jeune Afrique a dévoilé il y a quelques jours que Kémy Séba avait été entretenu par Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, à coût de plusieurs milliers d'euros. Apparemment, c'était pour financer des voyages, des déplacements. Et on suspecte qu'en retour, Kémy Séba devait rendre des services aux Russes. J'ai par exemple en tête un voyage que Kémy Séba a fait à Madagascar. Lorsque je l'ai vu à Antananarive, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait là-bas. C'était vraiment l'agitateur qui arrive comme un cheveu sur la soupe. En fait, les Russes ont suscité des candidatures à l'élection présidentielle malgache et Kémy Séba a été chargé donc d'aller sur place pour les soutenir. Et quand ses accointances ont été dévoilées, il a eu un mal fou à s'expliquer. Honteux, il a fini par dire qu'il a mis fin à cette relation quelques semaines plus tôt parce que Evgeny Prigojine commençait à lui demander d'organiser des actes violents contre les Français. Mais frérot, pourquoi tu as commencé à dealer avec eux en fait ? Ça prouve, à substance, que Kémy Séba n'est pas forcément de bonne moralité. Quand on rajoute à ça qu'il a fait de la prison pour des voies de fait, est-ce que la France avait besoin de s'attaquer à quelqu'un comme ça et le priver d'expression ? Parce que là, ça le légitime, mais de fou malade. On dirait Poutine qui va envahir l'Ukraine pour l'assujettir et en retour, l'Ukraine a l'une des armées les plus efficaces au monde. Ça revient en boomerang. Ah, c'est le même principe, c'est la même chose. Petite parenthèse, Kémy Séba, comme je vous le disais, est franco-béninois. Doit-on se féliciter que pour le moment, les autorités françaises n'aient pas franchi une énième ligne rouge en le déchéant de sa nationalité? Regardez à quoi on en est réduit. Voilà nos craintes. Ils ont vraiment tout saccagé. Enfin, si j'abuse, dites-moi, hein. Je peux paraître ahuri comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment impensable. J'ai peut-être trop idéalisé la France et ses valeurs. Franchement, dites-le moi en commentaire.
Ça va être indispensable, moi ça me permettra de me situer et de voir si je suis réagi ou pas. Pour finir, on va parler donc de Franklin Nyamsi. Ce monsieur est un professeur de philosophie à l'université de Rouen. Il est d'origine camerounaise. Il est aujourd'hui ivoiro-français. Il a épousé une ivoirienne et comme en plus il n'y a pas la possibilité d'avoir la double nationalité au Cameroun, donc il a perdu sa nationalité camerounaise et aujourd'hui il est donc ivoiro-français. Il est très virulent sur les réseaux sociaux. Il pourfend la France à un point, c'est même plus de l'acharnement. Le gars est vraiment décidé. Il est conseiller de Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle ivoirien, et ce monsieur s'affiche fièrement avec Assimi Goïta. Et la légende dit qu'en ce moment, il est en train de chercher la route de Ouagadougou fort, depuis qu'un jeune soldat est président au Burkina Faso. Et donc, pour son activité sur les réseaux sociaux, Franklin Nyamsi a été suspendu de son emploi à l'université de Rouen par le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Ce monsieur qu'on nous avait pourtant vendu comme un grand intellectuel, quelqu'un qui avait fait des travaux sur la colonisation. Aujourd'hui, voilà le type d'acte qu'il pose. Pape Ndiaye, avant d'être ministre, était lui-même professeur. Et donc un de ses collègues est empêché de pouvoir faire son travail parce qu'il pourfend le régime sur les réseaux sociaux. Et c'est la France qui se comporte ainsi. Comment voulez-vous que des pays qui soient un peu plus en retard niveau démocratie trouvent le bon exemple? Et ça leur donne en plus l'argument, la légitimité de dire si en France on émascule des gens, on s'assoit sur les libertés d'expression et d'opinion, mais moi je peux faire ce que je veux et tu n'as absolument aucune leçon de morale à me donner. C'est ça les conséquences de ce nivellement vers le bas ou de cette absence de valeur. Voilà où ça mène. Et donc, Pape Ndiaye le suspend provisoirement de ses fonctions au motif qu'il n'a pas respecté son droit de réserve. Et Pape Ndiaye justifie cela dans la presse en qualifiant que les propos que Franklin Nyamsi tient sont d'une grande violence et d'une gravité incroyable. Sérieusement, pour de vrai. Je vous invite à aller regarder ces vidéos. Je vous mettrai en description leurs différentes chaînes. On peut leur reprocher énormément de choses. C'est pas des terroristes. Ils ne méritent pas d'être interdits de territoire, privés d'emploi, censurés, boycottés. La France est quand même un grand pays, les gars, je le répète. Sérieusement. Déjà qu'il s'autoproclamait comme un opprimé, là nos autorités françaises lui ont servi sur un plateau la possibilité de se victimiser, mais as fuck. Sa carte de visite, dorénavant, ce sera Franklin Nyamsi ou à Cameroun, persécuté par la France. Non mais c'est la blague, mais voilà où on en est, je le répète encore. Le gouvernement français prive de son emploi un de leurs citoyens, père de 4 enfants, pour avoir usé de sa liberté d'expression hors de son lieu de travail. Vous pensez que ça a du sens? N'est-ce pas là la destruction évidente des libertés individuelles en France? Regardez, enfin, non? Vous croyez pas? Et tout ça pourquoi? Ce qu'ils disent n'est pas subversif. Au contraire, ça donne même l'impression que Paris n'a absolument rien compris et qu'elle a du mal à regarder son passé colonial en face. À un moment donné, il va falloir qu'elle fasse ce travail d'introspection. Des voisins à elle l'ont fait. Qu'est-ce que la France attend? À savoir quand même qu'en 1830, la France a commencé sa conquête coloniale en assujettissant l'Algérie de manière ultra violente, sous prétexte de lutte contre la piraterie. Après l'Algérie, ce sera le tour de la Tunisie, soumettant les populations par la poudre et la baïonnette. Et après le prétexte de la lutte contre la piraterie, ce sera pour le nouvel argument qu'ils ont trouvé, a été pour apporter au peuple indigène les lumières de la civilisation et du progrès. Et ces populations devaient être reconnaissantes. Mais c'est moi où les gars étaient totalement psychopathes. Enfin, en fait, pour eux, les Noirs étaient vraiment... c'était vraiment des choses. Il n'y avait aucune humanité. On vient chez vous, on vous assujettit, et vous devez dire merci. En passant, prétexter venir combattre contre un péril, ça ne vous dit rien? On dirait les USA avec l'Irak, venant détruire les armes nucléaires imaginaires de Saddam Hussein. Ensuite, ça a été pour apporter la liberté et la démocratie aux Irakiens. Ils ont fait la même chose en Afghanistan et dans beaucoup d'autres pays. Mais en vrai, ils étaient là pour d'autres intérêts. En Irak, c'était pour le pétrole. Et la France n'est pas en reste. Le Mali, c'est ça. Hein. Ils sont intervenus au Mali, soi-disant, pour lutter contre le terrorisme, mais c'est surtout pour sécuriser leur approvisionnement en uranium qui provient du Niger, avec Areva. En fait, les gars, n'innovent absolument pas. C'est toujours
les mêmes principes qui reviennent, les mêmes stratégies. Depuis la nuit des temps, on a commencé par la colonisation, ensuite ça a été la néocolonisation, la France-Afrique, et c'est toujours les mêmes principes. Après la Seconde Guerre mondiale, quand il est devenu politiquement incorrect d'avoir des colonies, ils ont accordé en grand seigneur l'indépendance à ces territoires, mais ce ne sera pas la mainmise de la France. Détrompez-vous. Ils sont repartis au laboratoire, chercher un système plus subtil, et ils sont revenus avec la France-Afrique. Un système d'interdépendance que la France a construit vis-à-vis de ses anciennes colonies, surtout d'Afrique subsaharienne, dont le but était d'y maintenir son précaré. Pour ça, ils n'ont reculé devant absolument rien. Ils ont assassiné des leaders indépendantistes. Je pense par exemple à Félix Mounier, grande figure de l'indépendance du Cameroun, assassiné en 1960 à Genève. Laissez-moi vous parler un peu de Bechtel. William Bechtel, l'homme assis à la table de Moumié soupçonné d'avoir mis une cochonnerie dans son pastis. Genevois d'origine avec un passeport français dans les poches. D'abord, il est ingénieur chimiste, mais il est surtout militaire. C'est un ancien combattant. Bechtel, l'officier, a reçu des médailles militaires à s'en faire un mal de dos. Il se prétend parfois vendeur de voitures, parfois journaliste, notamment publié dans le journal La Suisse, un journal sérieux qui n'hésite pas à l'engager comme pigiste spécialiste de l'Afrique. Journaliste de temps en temps donc, mais William Bechtel est surtout réserviste pour le service français de documentation extérieure et de contre-espionnage. En gros, c'est un agent secret. Voici comment travaillait le réserviste William Bechtel. Sur ordre des services secrets, il prenait en filature les personnes qu'on lui désignait, relevait leurs habitudes et leurs contacts. Les personnes suivies par Bechtel avaient toutes un point commun. Elles soutenaient des mouvements africains d'indépendance. Et toutes seront victimes de la Main Rouge, un commando de tueurs des services secrets français. Il habite à Chênebourg. D'après le voisinage, il n'y vit que quelques mois par année. Il n'a lié de contact avec personne et sa maison est extrêmement pratique pour un agent secret. Une entrée classique qui donne sur la rue et une entrée qui donne de l'autre côté à 2 pas de la douane de Moelle-Sula. Un pied en Suisse et un pied en France, c'est très pratique quand on a envie de disparaître et Bechtel va bientôt en avoir besoin. Maintenant que vous en savez plus sur Bechtel, on peut reprendre le fil de notre histoire. William Bechtel était bel et bien présent au dernier repas de Moumié. Ça, la police le découvre rapidement. Mais pourtant, il n'est pas inquiété tout de suite par la police genevoise. Il faut attendre 15 jours après la mort de Moumié pour que le domicile de Bechtel soit perquisitionné. La police a saisi chez Bechtel des masses de photos. À première vue, des images banales. Mais elles trahissent les activités secrètes de Bechtel. Selon la police fédérale, il s'agirait d'instructions à l'intention de commandos chargés de tuer ou d'enlever des personnes. La police découvre des preuves que Bechtel espionnait Moumié. Des photos, par exemple, cachées dans une collection de timbres. Mais aussi l'opposant marocain Abedi Ben Barka. Il a été enlevé en plein Paris et probablement tué en région parisienne en 1965. 29 octobre 1965. Mehdi Ben Barka est interpellé à Paris par 2 policiers français. La scène se déroule en plein jour à Saint-Germain-des-Prés. C'est la dernière fois que cet homme politique marocain sera vu vivant. Sa disparition est signalée au lendemain de son enlèvement. Débute alors l'affaire Ben Barka. Le principal opposant politique au roi Hassan II du Maroc a bien été enlevé, emmené en voiture à Fontenay-le-Vicomte en région parisienne. Très vite, les soupçons se tournent vers des militaires marocains, avec des complicités françaises au sein des services secrets, de la police et du grand banditisme. Ce que confirme officiellement le général de Gaulle quelques mois après le début de l'affaire, lors d'une conférence de presse mémorable. La disparition de Ben Barka a eu lieu chez nous parce qu'elle a été perpétrée avec la complicité obtenue d'agents et de membres des services officiels français. Parmi les auteurs de l'enlèvement, Antoine Lopez, un agent secret français. C'est lui qui conduisait la voiture au moment de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Je pense également à l'affaire Maurice Audin, qui n'est toujours pas réglée d'ailleurs. Dans notre focus aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une page d'histoire. 1957, la bataille d'Alger, l'un des épisodes les plus tragiques de la guerre d'Algérie. C'est là que commence l'affaire Audin. Maurice Audin a 25 ans, il est pour l'indépendance, il est arrêté par les parachutistes français. Personne ne le verra jamais plus vivant. Sa femme se bat depuis 60 ans maintenant pour que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans la mort de son mari. Ce mathématicien français, communiste, était aussi partisan de l'indépendance de l'Algérie. Sa disparition avait fait couler beaucoup d'encre. C'était le 11 juin 1957, en pleine bataille d'Alger.
Il avait alors 25 ans et était père de 3 enfants. Maurice Audin a été arrêté à son domicile par des parachutistes qui l'ont emmené dans un centre de détention qui était le centre d'El Biar. Et là, ils l'ont interrogé et soumis à des tortures. Ce sont les faits établis. Une nuit qui restera gravée dans la mémoire de sa femme. Dans la nuit, on a frappé à la porte. Ils venaient chercher mon mari, voilà. Donc ils l'ont emmené et puis on ne l'a plus revu. D'ailleurs, sa femme est morte en 2019 sans savoir ce qui était arrivé à son époux et sans pouvoir lui donner une sépulture. Paris a trempé dans toutes les compromissions possibles et inimaginables. De l'argent africain a financé les activités politiques, l'affaire Elf par exemple. La richesse africaine a servi à faire la croissance de la France, son développement. Pendant ce temps, les populations africaines ont vécu et continuent de vivre dans la misère. Et donc, pendant les guerres mondiales, ils sont allés chercher les Africains pour venir combattre et venir les sauver. Pendant la colonisation et la néocolonisation, ça a été la même chose. Elle a fait venir de la main-d'œuvre africaine pour faire ses routes, son industrie. Elle n'a pas voulu intégrer ces gens à sa société, ni eux ni leurs enfants. Elle les a parqués dans des banlieues comme des pestiférés. Et quand ces gens tournent mal et créent des problèmes, ils sont surpris. C'est pas drôle, hein, mais je suis totalement effaré. Comme je vous disais, ces gens qu'ils ont fait venir pour construire leur route, participer à la croissance de ce pays, faire en sorte qu'il y ait une industrie, une création de richesses substantielles, lorsqu'on les a fait venir, qu'on a fini de les utiliser, qu'on a fini de les presser, on finit par les pointer du doigt, et ce continuellement. On les accuse d'être là pour profiter des allocations sociales, et cerise sur le gâteau, on suscite des guerres sur le continent africain, on fait en sorte qu'il y ait des pays faillis, la Libye par exemple, et quand il y a un afflux de population qui cherche à fuir cette situation et à se réfugier, ils ne veulent pas les accueillir. Il en est hors de question. En fait, jamais on assume les conséquences de nos actes. Absolument jamais, ça n'existe pas dans leur matrice. C'est une vue de l'esprit. Vous pensez sincèrement que ça c'est un raisonnement qui a un sens ? Un père de famille pourrait se comporter comme cela ? Il va chez le voisin, il tue la femme du voisin, il viole les enfants, il vend tout le mobilier qu'il y a à l'intérieur, les murs, le terrain, tout ça pour s'enrichir lui. Et lorsque son voisin lui demande assistance, non. Et quand on a le malheur de leur dire toutes ces vérités, les gars se fâchent. On t'interdit le territoire, tu n'as plus le droit de travailler, tu n'as plus le droit de t'exprimer. Est-ce qu'on peut avoir affaire à des gens équilibrés et responsables en face de nous, s'il vous plaît ? Parce qu'on dirait vraiment des gamins qui ne veulent pas assumer les conséquences de leurs actes. Et d'ailleurs, en parlant d'enfants, on va parler un peu du fail qu'a été Emmanuel Macron. Quand il arrive en 2017, il donne le sentiment de vouloir vider le contentieux colonial. Il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité pendant un voyage à Alger. Dans une interview avec la chaîne algérienne Ecouruk News, Emmanuel Macron a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité et de vraie barbarie. Loin de s'arrêter là, le leader du mouvement En Marche estime que la France doit des excuses à, je cite, « celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes ». Mais il s'est arrêté au mot, comme souvent, vous me direz, avec Emmanuel Macron. J'ai vraiment l'impression que Macron égale quintessence de la vacuité. Et au lieu de trouver une solution à ce problème, le bon monsieur incendie toute la maison et l'aggrave, mais puissance infinie. Son côté arrogant, paternaliste, donneur de leçons, parlant à ses homologues comme un gouverneur colonial, parlant à des indigènes. Je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous.
ses prédécesseurs faisaient un peu semblant. Ils miroitaient le sens des valeurs, il y avait un peu plus de subtilité. Macron, c'est pas son problème, il a pas le temps. On doit soutenir ostensiblement des dictateurs, j'arrive. On doit s'asseoir sur la Constitution et valider le fils d'un dictateur qui n'était même pas dans l'organigramme institutionnel. Il n'y a aucun problème, on signe où? Par contre, s'il y a un coup d'État dans un pays et que le putschiste est contre nous, pas bien, méchant, très 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 méchant. Pour la énième fois, je le répète encore, les Franklin Nyamsi, Kémy Séba et Nathalie Yamb, qu'on les aime ou pas, dénoncent tout ça. C'est pour ça qu'ils sont muselés. C'est honorant pour la France. C'est ce qu'ils sied dans pareilles circonstances. C'est sincèrement intelligent de gérer la situation comme cela. Et pour eux, c'est vraiment le bon moyen d'arrêter de perdre de l'influence sur le continent africain, de changer totalement de paradigme et inverser la situation. Et vous m'étonnez que Chinois, Indiens, Émiratis, Turcs leur tapent des croupières. Mais c'est même bien fait pour eux. La France va devoir faire ce travail d'introspection. Ça va être indispensable. Il est temps. Tout le monde a besoin d'avancer. Il faut clore cette page. D'autres l'ont fait. La France ne peut pas s'y soustraire. Ils ont su faire ce travail de mémoire avec les Allemands, le nazisme, les collabos, les juifs. Ils ont indemnisé quand c'était nécessaire. Une catharsis a eu lieu. Les Africains ne méritent pas pareil traitement. Par la géographie, ces deux continents sont condamnés à s'entendre. On n'a pas le choix. D'autant qu'avec le changement climatique, l'Europe va être de moins en moins vivable. Et ironie du sort, il se peut que demain, ce soit les Européens qui soient des migrants. Ils vont venir demander asile dans nos pays. Vous le verrez, je suis prêt à prendre les paris dès maintenant. Et donc, pour que ça se fasse dans les meilleures dispositions possibles, il va falloir que ce travail soit fait. C'est indispensable. Il va falloir percer l'abcès. Donc voilà, c'était ma deuxième vidéo de la semaine. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Comme je vous le disais au cours de la vidéo, ça m'intéresse grandement. Ça va me permettre de me situer et de voir si vous partagez mon avis ou pas. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux, SWDcrypt. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager massivement autour de vous. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. C'était votre gars SW. Peace out.